Et une courte question au président de l'Ukraine, Zelensky. Vous l'avez déjà évoqué en partie, mais pouvez-vous nous dire, à nous Européens, ce que nous pouvons concrètement faire pour vous aider à tuer davantage de Russes, davantage de soldats russes, bien sûr. Je vous pose aussi cette question. Avez-vous discuté avec vos hôtes serbes de questions concernant la coopération en matière de défense et la production conjointe de drones? Merci beaucoup. Voici mon point vidéo en ce dimanche après-midi, le 9 août, depuis Athènes, en Grèce. Parlons de quelques... Et commençons par ce qui est présenté comme la plus grande frappe russe contre la région d'Odessa depuis le début de l'opération militaire spéciale. La Russie a lancé une attaque massive contre Odessa à l'aide de drones et de missiles. La Russie a frappé un pont dans la région d'Odessa, le pont de Mayaki, qui constitue une liaison essentielle pour le fret ukrainien vers les ports du Danube. C'est l'un des rares corridors de transport qu'il reste à l'Ukraine concernant le port d'Odessa, désormais sous blocus. La Russie a donc détruit ce pont. Je ne suis pas certain de l'ampleur des dégâts. Je ne sais pas s'il a été entièrement détruit ou si seule une partie du pont a été endommagée. Mais on trouve sur Internet des vidéos montrant d'immenses files de voitures, longues de plusieurs kilomètres, à cause des dégâts sur le pont. Les Russes cherchent donc à couper tous les corridors de transport encore disponibles dans la région d'Odessa, afin d'isoler complètement Odessa et les zones alentours. Mais parmi tous les drones et missiles tirés contre la région d'Odessa, rien n'a été abattu. Pas un seul drone, pas un seul missile. Cela vient de sources ukrainiennes. Elles reconnaissent elles-mêmes que zéro a été abattu. Zéro, rien. Et il n'y a pas de défense aérienne au-dessus d'Odessa. Il y a très peu de défense aérienne au-dessus de Kiev. Sur la ligne de front, il y a très peu, voire pas du tout, de défense aérienne. Cela fait une semaine que je dis que l'armée russe opère désormais beaucoup plus près de la ligne de front. Les hélicoptères d'attaque et les avions de chasse peuvent opérer beaucoup plus près de la ligne de front et ils infligent des dégâts considérables à l'armée ukrainienne. Ils ont en fait détruit un quartier général de l'armée, dans la, je crois, région de Donetsk. Alexander en parle dans sa mise à jour vidéo d'hier. Et Alexander souligne que dans la guerre aérienne, la Russie a gagné. C'est assez intéressant parce qu'il y a 3 semaines, l'Occident collectif nous disait que l'Ukraine avait gagné la guerre dans les airs, que la tendance s'inversait. Il nous disait que l'Ukraine gagnait la guerre dans les airs. C'est ce que nous disait la grande presse de l'Occident collectif. Et c'est ce que nous disaient les dirigeants cool de l'Occident collectif. Des absurdités totales, des mensonges complets, de la pure fiction. La vérité a maintenant été révélée. Et c'est que la Russie a gagné, qu'elle est en train de gagner la guerre dans les airs. Et elle la gagne largement. Alors, on a la Turquie, qui essaye de sauver l'Ukraine. Erdogan essaye d'intervenir, de se mobiliser pour sauver l'Ukraine, pour sauver Odessa. Son ministre des Affaires étrangères propose maintenant une sorte d'accord pour ouvrir le port d'Odessa et permettre les exportations alimentaires de céréales et de blé depuis Odessa. Nous avions eu cet accord, il y a 3 ou 4 ans, négocié par la Turquie et l'ONU. Et qui a rompu cet accord? Qui a rompu cet accord, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Turquie? C'est vous, pas la Turquie. L'Occident collectif, l'OTAN, les États-Unis, l'Ukraine, en attaquant des navires russes transportant des céréales et du blé dans la mer d'Azov. C'est vous qui avez rompu cet accord, pas la Russie. Et maintenant, la Turquie veut remettre cet accord en place. Et je vais vous dire pourquoi la Turquie veut le remettre en place. Parce qu'elle essaie de sauver l'Ukraine. Ses maîtres à Washington lui ont ordonné de faire tout ce qu'elle peut pour sauver l'Ukraine. Ils envisagent même, ou pourraient même éventuellement,
fermer la mer Noire. Des informations indiquent que la Turquie commence à imposer des restrictions aux navires russes, qui entrent dans la mer Noire ou qui en sortent. Ce n'est pas confirmé à 100%, mais nous commençons à recevoir ces informations selon lesquelles la Turquie pourrait se diriger vers une fermeture de la mer Noire. Le détroit d'Ormuz fermé, le détroit de Bab el-Mandeb fermé, blocus maritime de l'Iran, blocus maritime de Cuba. Maintenant, nous pourrions avoir quelque chose en mer Noire, via la Turquie. Attendons demain pour voir exactement ce qui se passe en mer Noire. Mais regardez, les États-Unis demandent à la Turquie d'intervenir pour sauver la situation catastrophique en Ukraine et tenter de conclure une sorte d'accord pour rouvrir les ports. Car ce ne sont pas tant les exportations de céréales qui préoccupent l'Occident collectif. Ce sont les armes. Ce sont les armes qui entrent à Odessa qui préoccupent l'Occident collectif. Ils ont toujours la Pologne et les pays d'Europe de l'Est pour faire passer des armes. Mais tout le monde comprend que des armes entraient par le port d'Odessa. Tout le monde le comprend. Des armes entraient et des céréales sortaient. Il y avait une sorte d'arrangement dans ce genre-là. Maintenant, tout cela a été arrêté. Et bien sûr, le blocus d'Odessa et le fait d'empêcher le blé et les céréales de quitter l'Ukraine portent un coup terrible à ce qui reste de l'économie ukrainienne. Cela fait vraiment souffrir les agriculteurs et provoque toutes sortes de problèmes pour le Gobelin vert à Kiev. Mais la Turquie n'agit pas seulement sur ordre de l'Empire. Elle agit aussi dans son propre intérêt national. Car la dernière chose que la Turquie veut voir, c'est la Russie contrôler une grande partie de la mer Noire. Elle ne veut pas voir la Russie contrôler toute la mer Noire, depuis Mariupol, la mer d'Azov, jusqu'à Odessa et jusqu'à la Transnistrie, n'est-ce pas? Elle ne veut pas voir la Russie contrôler tout cela. Ce serait très très préoccupant et problématique pour la Turquie. Donc ils veulent essayer d'empêcher ça. Ils ont donc toujours été du côté de l'Ukraine. Erdogan a joué cet équilibre. Disons 60% Ukraine, 40% Russie, ou peut-être 70% Ukraine, 30% Russie. C'est en quelque sorte la politique d'Erdogan concernant le conflit en Ukraine. Donc oui, la Turquie essaie de remettre sur la table un autre accord sur la mer Noire. Ça n'arrivera jamais. Vous aviez déjà cet accord en place. La Russie l'avait accepté et ce n'était pas dans son intérêt de l'accepter. Mais elle l'a fait parce qu'à l'époque, il y a 3 ans, elle subissait beaucoup de pression pour l'accepter. Et vous l'avez rompu. Donc la Russie devrait être folle pour accepter cet accord. Une réouverture de la mer Noire. Il serait complètement idiot d'accepter ça. Donc, ça c'est pour la Turquie. Ils vendent aussi, enfin, la Turquie vend aussi. Elle a reçu le feu vert des États-Unis pour remettre tout un tas d'armes au Gobelin vert. D'après ce que je comprends, ces armes ne vont absolument rien changer. On parle de 70 attaques MS, ainsi que de munitions et d'autres armes destinées à l'Ukraine. J'ai lu qu'il s'agissait d'armes très très anciennes, dont la Turquie n'a plus besoin. Et cela ne fera absolument aucune différence dans le conflit réel. Mais j'imagine, encore une fois, que les États-Unis font pression sur la Turquie et sur Erdogan, quelles que soient les armes qu'il avait, à prendre la poussière dans un entrepôt quelque part en Turquie, il les remet au Gobelin vert. Voilà donc la situation à Odessa. Ça ne se présente pas bien pour l'Occident collectif. Il commence clairement à paniquer. Une panique totale s'empare de l'Occident collectif et de l'OTAN face à la situation à Odessa et à la question de la défense aérienne. Pour l'instant, les pays européens tiennent bon et refusent de céder leur dernier système patriote. Le New York Times en a parlé l'autre jour. Selon eux, jusqu'ici, les pays européens disent non à l'Ukraine.
Ils refusent de lui remettre ce qu'il leur reste de systèmes patriotes, ceux qui protègent l'Europe. Oui, les systèmes patriotes qui protègent les infrastructures critiques, les capitales, les parlements, les bâtiments présidentiels, enfin, tout ce qui est essentiel, vital et important à défendre pour les pays européens. Ce sont ces systèmes patriotes que le Gobelin vert réclame. Et jusqu'à présent, les pays européens disent non. Il y a eu une activité de drone en Europe. En Europe, un drone a atterri près du... Est-ce que c'est l'oléoduc des Balkans, en Bulgarie? Roumanie, Bulgarie. Mais il a atterri du côté bulgare. Rien n'a été endommagé. Personne n'a été blessé. Et il faut reconnaître ça à la Bulgarie. Oui, ils ne cherchent pas à raconter n'importe quoi, ni à ressortir le discours absurde « Russie, 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 Russie ». La Bulgarie a dit franchement « C'est un drone ukrainien ». Voilà. Pas comme la Roumanie, comme le lieutenant Dunn. Chaque fois qu'un drone frappe la Roumanie ou atterrit en Roumanie, le lieutenant Dunn joue toujours le même jeu. Eh bien, on ne sait pas. Il va falloir enquêter. Mais c'était très probablement un drone russe. Tout le monde sait que c'est un drone ukrainien. Mais le lieutenant Dan joue ce jeu parce qu'on lui a dit de le jouer. Ce type a peur de son ombre. Le lieutenant Dan, il a vraiment peur de son ombre. Je ne comprends pas comment il dirige un pays fort comme la Roumanie. Enfin, les Roumains sont solides. Comment ce type est-il devenu président? Je n'ai aucune idée. Enfin, si, on a une idée. TikTok. Voilà comment. L'Union européenne, Ursula, on a des outils. Mais bref, je m'égare. La Bulgarie, eux, ont dit, c'est un drone ukrainien. Ils ont même convoqué l'ambassadeur ukrainien pour qu'il explique ce qui se passe. Oui, pas de drone russe, ou de on pense que c'est un drone russe, ou de on va enquêter, ou quelque chose comme ça. Donc bravo à la Bulgarie. Et puis, il y a le drone qui a fini par... À l'aéroport de Leipzig, en Allemagne, où sont stationnés plusieurs avions de transport militaire ukrainiens, des Antonov, et d'où l'on expédie des armes. J'imagine qu'ils transportent des armes dans les deux sens, vers l'Ukraine et depuis l'Ukraine. Je crois qu'il y a 4 de ces grands Antonov stationnés à l'aéroport de Leipzig. Et un drone est apparu là-bas. Il a tout simplement surgi dans cet aéroport. Je ne pense même pas qu'il ait explosé ou quoi que ce soit. Il est juste là en quelque sorte. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Les gens en Allemagne, dites-moi si je raconte correctement cette histoire. Et bien sûr, les responsables allemands disent qu'il s'agit d'un drone russe, que la Russie cherchait à faire exploser l'un de ses avions. Une sorte de provocation russe contre l'OTAN, ou de sabotage russe, peu importe. Mais qui s'en soucie, mec? Qui s'en soucie? La vraie question que tout le monde devrait se poser, c'est que font 4 avions militaires ukrainiens en Allemagne? Voilà la question. Vous faites partie de ce conflit ou pas? Vous en faites partie, non? Oui, vous en faites partie. Vous faites partie de ce conflit. Oui, 4. 4 de ces avions cargo militaires Antonov stationnés en Allemagne. Je crois qu'il y en a 4, ou peut-être 2 ou 4. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Hein? Vous voulez bien nous l'expliquer, l'Allemagne? On sait ce qu'ils y font. Oui, donc voilà pour l'activité des drones. Maintenant, voyons voir, quelle est la suite? On peut maintenant parler de Zelensky et de sa conférence de presse avec Vučić, où le Gobelin vert s'est énormément plaint des systèmes patriotes et des missiles. Et Biden, il s'est plaint de Bidenopolis, le fils préféré de la Grèce. Oui, Zelensky se plaignait que si Biden lui avait donné il y a 4 ans la licence pour fabriquer des Patriots, l'Ukraine aurait eu assez d'intercepteurs patriotes, non seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier, pour tout l'Occident collectif. Nous n'aurions pas ce problème de pénurie de Patriots. Bref, bouffon vert comme tu veux, mec. Si seulement on avait eu, il y a 4 ans, la licence pour les missiles patriotes,
Si Biden nous avait seulement donné cette licence pour les missiles patriotes, tout serait tellement différent. Parce que la Russie ne s'en prendrait jamais à l'usine qui fabrique des missiles patriotes en Ukraine, pas vrai? Oh, jamais. Jamais. Jamais, jamais. C'est ridicule ce que dit Zelensky. Il accuse Biden parce qu'il est trop lâche pour accuser Trump, non? C'est ce qu'il fait. Et il essaie de trouver des excuses. Parce que tout l'argent, tous les patriotes, toutes ces centaines et ces centaines de milliards, et tous ces récits stupides selon lesquels la tendance s'inverse et l'Ukraine gagne la guerre dans les airs, tout ça est en train de s'effondrer. Personne ne sait même où est passé tout l'argent. Personne ne sait même où sont passées toutes les armes. Beaucoup ont été détruites par la Russie, mais beaucoup ont aussi été vendus ailleurs. Il faut imaginer que beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent avec tout ça, avec le commerce des armes. Qu'est-ce que Zelensky a dit d'autre? Qui possède des missiles et des systèmes antibalistiques? Le fabricant, ce sont les États-Unis d'Amérique. D'abord, est-ce qu'ils peuvent nous aider? Nous y travaillons. Est-ce qu'ils vont nous fournir des missiles tous les mois? Oui, nous avons des accords. Y a-t-il assez de missiles? Y a-t-il assez de ces missiles? Non. C'est ce qu'a dit Zelensky. Nous avons des accords. Ils vont nous donner des missiles, mais ce n'est pas suffisant. Quelle partie de la déclaration de Trump n'avez-vous pas comprise? Je ne comprends pas quand Trump a dit « S'il y a des missiles patriotes en surplus, nous allons les obtenir ». Quelle partie de cela n'avez-vous pas comprise? Vous ne comprenez pas que les États-Unis n'ont plus de missiles patriotes, ou qu'ils en ont très peu, et que tout ce qui va être produit et fabriqué va aller au conflit au Moyen-Orient. Vous ne comprenez pas ça. Zelensky, peut-être que vous recevrez 5 ou 6 patriotes chaque mois, ou 10, ou même 100 patriotes chaque mois. Ça vous tiendra combien de temps? 1 jour? 2 jours? Bref, c'était simplement Zelensky, debout à côté de Vučić, qui se plaignait de la situation, cherchait des excuses, rejetait la faute sur tout le monde, sauf sur lui-même, sur la corruption en Ukraine, et sur le fait qu'il aurait dû accepter les différents accords que la Russie a mis sur la table au cours des 4 dernières années. Mais oui, Zelensky debout à côté d'un Vučić gigantesque. Vučić, c'est un géant, il fait 2,3 m. Zelensky peut à peine voir les yeux de Zelensky au-dessus du pupitre. Vous voyez? Il est là. Je le vois à peine. Nous reviendrons sur cette conférence de presse dans notre monde de clones. Croyez-moi. Zelensky parlait aussi. Il parlait aussi du fait que l'Ukraine allait bientôt fabriquer des missiles balistiques. Mais il a des difficultés avec les composants, quelque chose comme ça. Il se plaignait que l'Ukraine était tout près de parvenir enfin à fabriquer des missiles balistiques, ce que l'Europe n'a pas été capable de faire. Mais il se plaint que l'Europe le retient, ou que les États-Unis le retiennent, parce qu'il a du mal à obtenir les composants pour les missiles balistiques que l'Ukraine va fabriquer via Firepoint. Ça va tout changer. Ça va être la prochaine arme miracle, tout comme les Flamingos vont être la prochaine arme miracle. Et j'ai lu des analyses d'experts militaires ukrainiens. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que les missiles Flamingo sont nuls. Je n'exagère pas. Les analystes militaires ukrainiens disent que les Flamingos sont une putain de blague. Enfin, c'est dans le nom, non? Qui appelle un missile Flamingo? Évidemment, évidemment qu'ils vont être nuls. Vous les avez appelés des missiles Flamingo. C'est quoi ce nom débile? Vous ne pouviez pas trouver un nom plus dur, hein? Un nom plus sérieux. Vous savez, le faucon, l'aigle, le corbeau, le pigeon, le moineau, j'en sais rien. J'adore les flamants roses, mais pas comme nom de missile. Mais oui, ils disent que les flamingos ne servent à rien. Absolument à rien, alors même qu'ils sont fabriqués en Europe.
Ce sont des missiles européens avec juste un autocollant ukrainien dessus. Ils ne sont pas fabriqués en Ukraine. Tout le monde le comprend. Mais les Russes les abattent maintenant. Ils ont compris le Flamingo. Il est gros, il est lent, et les Russes les abattent désormais. Et tous les analystes militaires en Ukraine sont très très énervés. Voilà. Je ne vais pas édulcorer les choses. Ces missiles de croisière Flamingo sont putain de pathétiques. Oui, ils sont pathétiques. Ils ont fait des dégâts quand ils ont été introduits pour la première fois. Mais comme pour tout, comme pour chaque arme miracle, chaque putain d'arme miracle que l'Occident collectif a déployée, les Russes ont trouvé comment y répondre. Toutes, sans exception. Chaque putain d'arme miracle. Alors Zelensky se lamentait et se plaignait, rejetant la faute sur tous les autres pour sa mauvaise gestion et son incompétence. C'est pour ça que les Européens l'aiment tant, les petits branchés de l'Union européenne. Parce qu'il est tout aussi incompétent qu'eux, voire plus. Ça leur plaît. Ils se reconnaissent dans son incompétence. C'est ce qui les unit. Leur incompétence, c'est ce qui les maintient ensemble. On a l'ancien ministre ukrainien de la Défense, qui essaye toujours de séduire et de convaincre Elon Musk d'ouvrir Starlink au-dessus de la Russie, afin qu'il puisse commencer à s'en prendre aux lanceurs russes. C'est leur prochain grand plan, celui qu'ils essayent de mettre en œuvre. Ils essaient de convaincre Musk. Si l'armée demande à Musk de le faire, d'ouvrir Starlink, si l'armée le demande à Musk, Musk va devoir le faire. Mais regardez, l'armée américaine, et à juste titre, serait absolument stupide d'étendre davantage l'accès à Starlink au-dessus de la Russie, parce que la Russie est en train de comprendre Starlink. Et il existe des rapports crédibles selon lesquels la Russie sait comment détruire Starlink, comment le brouiller, comment le détruire. Et si vous êtes l'armée américaine, pourquoi étendre encore davantage cet accès? Pourquoi prendre ce risque? Et si vous êtes Musk, Starlink est le moteur de revenus de SpaceX. Vous imaginez ce qui se passerait si Musk ouvrait Starlink, puis que les Russes ripostaient et commençaient à abattre le système Starlink, la constellation. Ils commencent à tout gâcher. Quel impact cela aurait-il sur l'action SpaceX? Donc oui, Musk devrait éviter ça à tout prix. Ne rappelez personne, ne parlez pas à ces types. Dites à l'armée, si vous avez une quelconque influence sur l'armée, Elon, dites à l'armée, s'il vous plaît, arrêtons tout ça. Et c'est ce que Musk leur dit. À son crédit, Musk dit à Fedorov, qui est le petit prodige des drones, n'est-ce pas? Il a complètement foutu en l'air le ministère du numérique. Mais c'est un bon communicant. Il l'appelle le petit prodige des drones, ou plutôt, moi je l'appelle comme ça. Mais Musk lui dit, acceptez simplement les conditions. Acceptez les conditions et mettez fin à ça. C'est ce que Musk leur dit. Donc on verra ce qui se passe. À terme, avec suffisamment de panique, à mesure que les Russes avancent et continuent de gagner cette guerre, cette panique pourrait en fait pousser l'armée américaine à ouvrir Starlink au-dessus de la Russie, malgré ce qu'Elon pourrait leur dire de ne pas faire. Et bon, ce ne sera pas une bonne chose pour SpaceX, pour l'armée américaine, ni pour Starlink. Parlons maintenant de l'Iran. L'Iran et les nouvelles conditions. Laissez-moi afficher les nouvelles conditions qu'ils mettent sur la table. Ce sont des conditions officielles d'ailleurs, adressées aux États-Unis concernant Hormuz. Si vous voulez ouvrir Hormuz, une seconde. Voilà. Si vous voulez ouvrir Hormuz, vous devez... C'était quoi, cette bestiole? Je ne sais pas ce que c'était, mais elle était grosse. Si ce truc m'avait piqué, ça aurait fait mal. Vous avez vu ça? C'est un peu passé complètement inaperçu. Bref, si vous voulez rouvrir le détroit d'Hormuz, les États-Unis, eh bien, vous devez changer de comportement. C'est ce que dit l'Iran.
Je trouve ça assez drôle parce que, oui, les États-Unis doivent changer de comportement. Je trouve ça drôle parce que d'habitude, c'est l'Occident collectif qui fait sans cesse la leçon aux pays en leur disant de changer de comportement. Pas vrai? D'habitude, ce sont des gens comme, vous savez, Jen Psaki, ou comment c'était? Comment s'appelait la porte-parole de Biden? J'ai même oublié son nom. J'ai oublié son nom. Ce n'est pas important. Mais Kaja Kallas, si magnifique et courageuse, ou Ursula, ou l'une de ces personnes, ils parlent toujours, Jungle Joseph, ils parlent toujours de la nécessité de changer de comportement. Ordre international fondé sur des règles. Vous devez changer de comportement si vous voulez y être accueilli. Si vous voulez que les sanctions soient levées, vous devez changer de comportement. Poutine doit changer de comportement. Et maintenant, l'Iran dit aux États-Unis que le détroit d'Ormuz ne rouvrira pas tant que les États-Unis n'auront pas changé de comportement. Ils se moquent des États-Unis, franchement. Ils se moquent des États-Unis. Oh mon Dieu. Que dit l'Iran? Il dit que les nouvelles conditions sont les suivantes. Les États-Unis doivent lever leur blocus naval des ports iraniens, retirer les forces de la zone environnante, les forces qui encerclent l'Iran, lever les sanctions injustes et illégales, débloquer les avoirs gelés du pays et verser des compensations. Et les États-Unis doivent mettre fin à leur guerre et à leur agression contre l'Iran. Voilà les nouvelles conditions. Et les alliés de l'Iran, l'Irak, le Liban, la Palestine, le Yémen, ce sont les nouvelles conditions officielles de l'Iran. Évidemment, les États-Unis ne pourront jamais les accepter. Mais c'est ce que l'Iran met sur la table. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu'un missile iranien avait frappé un pétrolier exploité par leur compagnie pétrolière nationale, ADNOC. Et les Émirats arabes unis accusent Téhéran de piraterie. De piraterie. Bienvenue dans le meilleur des mondes, Émirats arabes unis. C'est un monde de pirates. Si vous regardez mes vidéos depuis les Émirats, vous devriez savoir que c'est le nouveau monde dans lequel nous vivons. C'est un monde de pirates. Qui a créé ce monde de pirates? Qui a fait entrer le monde dans cette ère de piraterie? Vous, les Émirats arabes unis. Enfin, pas les Émirats arabes unis, mais l'Occident collectif. C'est vous qui avez fait entrer le monde dans cette ère de piraterie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc oui, c'est un monde de pirates. Des navires vont être attaqués, des navires vont être saisis, leur cargaison va être volée, il va y avoir des blocus. C'est un monde de pirates. Alors, quoi d'autre? Passons à la suite. Et hier, j'ai parlé de l'OTAN du Moyen-Orient, qui s'est formée entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. CNN a publié hier un article intéressant sur ce nouveau projet d'OTAN du Moyen-Orient. Ils ont repris une grande partie des sujets, des arguments que j'avançais dans ma mise à jour vidéo d'hier. CNN a déclaré que des alliés aussi puissants renforcent la dissuasion saoudienne. Le Pakistan et la Turquie renforcent la dissuasion de l'Arabie saoudite et présentent un front militaire sunnite uni face à une menace iranienne grandissante. C'est donc dirigé contre l'Iran. Même si un responsable turc a déclaré à CNN que l'accord n'était dirigé contre aucun acteur en particulier, et que le ministère saoudien des Affaires étrangères a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de créer un axe militaire ou un bloc sectaire, ce qui veut dire que c'est absolument une tentative de créer un axe militaire, un bloc sectaire, et que c'est absolument dirigé contre l'Iran. Quand il publie des déclarations du genre, ce n'est pas dirigé contre l'Iran, cela veut dire que c'est absolument dirigé contre l'Iran. Et puis, CNN rapporte que d'autres pays de la région peuvent également se joindre à l'accord, a ajouté le responsable turc, ce qui ouvre la perspective d'une alliance militaire attirant de nouveaux membres, un peu comme l'OTAN. Le Pentagone demandait une solution créative pour gérer l'Iran. Voilà votre solution créative. Ellis Wosamra. Which will fail. It's going to fail. And I do believe that Iran is going to call
Et je crois vraiment que l'Iran va mettre cette alliance, cette nouvelle alliance, au défi. La Turquie et le Pakistan ne feront très probablement rien si l'Iran, ou disons des groupes supplétifs iraniens, frappent l'Arabie saoudite. Je ne vois pas la Turquie ou le Pakistan intervenir pour aider l'Arabie saoudite. Je peux me tromper. Dans ce cas, la guerre s'étendra et entraînera la Turquie et le Pakistan. Mais le point avancé ici, c'est que ce responsable turc a déclaré à CNN que l'objectif de cette alliance était de l'élargir. D'autres pays sont les bienvenus pour y adhérer. Et nous savons quels seront ces autres pays. Ce sera une OTAN au Moyen-Orient, une franchise de l'OTAN. L'OTAN s'étend, tout le monde. Mark Rutte va-t-il devenir le PDG de l'entreprise globale appelée OTAN? Et l'OTAN Moyen-Orient sera-t-elle l'une de ses filiales, l'une de ses branches? NATO Middle East is going to be the one subsidiary, the one branch, and then you're going to have also in the future a NATO Asia. Et puis, à l'avenir, vous aurez aussi une OTAN Asie. C'est ça, le jeu qui se joue ici. Et Rutte va devenir le PDG de tout, le maître de l'univers, Mark Rutte. Vous allez avoir un nouveau PDG pour l'OTAN Moyen-Orient. Mais oui, ça inclura le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, la Jordanie, peu importe. L'Arabie saoudite a fait une grosse erreur en ne poursuivant pas avec les BRICS. Les choses auraient été bien plus calmes, bien plus faciles pour l'Arabie saoudite si elle avait simplement poursuivi avec les BRICS. Les Émirats arabes unis sont dans les BRICS, mais c'est un peu... Ils y sont sans vraiment y être. Je ne sais pas quelle est la situation des Émirats arabes unis vis-à-vis des BRICS. On dirait qu'ils ont un pied dedans et un pied dehors. In the door and one foot out. But if Saudi Arabia had joined BRICS, then UAE Mais si l'Arabie saoudite avait rejoint les BRICS, alors les Émirats arabes unis se seraient probablement davantage engagés eux aussi dans les BRICS. Il n'y aurait peut-être même pas eu toutes ces tensions et ce conflit avec l'Iran. Peut-être que les BRICS auraient pu régler ça. Je sais pas. Mais l'Arabie saoudite a décidé de conserver son alignement avec l'Occident collectif. Elle aurait pu garder les deux. Elle aurait aussi pu faire partie des BRICS. Elle aurait pu agir en quelque sorte comme un pont. Voilà donc la situation. Je pense qu'on peut faire un monde de clones, j'imagine. Oui, je n'ai rien d'autre à aborder aujourd'hui. On est bien dans un monde de clones. Marchons un peu. Même si aujourd'hui est l'une des journées les plus chaudes de l'été. Ici, on a une bonne brise. On va marcher un peu. Donc, dans le Clown World d'aujourd'hui, on retourne en Serbie, à la conférence de presse entre Vučić et Zelensky. Au fait, pourquoi y avait-il un drapeau de l'Union européenne à cette conférence de presse? Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau de l'Union européenne là, Monsieur Vučić? La Serbie, vous ne faites pas partie de l'Union européenne. L'Ukraine, vous ne faites pas partie de l'Union européenne. Oui, vous avez ce statut d'association où vous êtes sur la voie d'une éventuelle entrée dans l'Union européenne dans les 100 prochaines années, si l'Union européenne existe encore d'ici là. Vous devez remplir les différents clusters, les critères, pour entrer dans l'Union européenne. Ils ouvrent des clusters, et vous devez les remplir. Mais oui, il y avait un drapeau de l'Union européenne là. Moi, ça n'avait aucun sens. Est-ce que l'Union européenne a forcé Vučić à mettre ce drapeau pour l'humilier? C'était ça le sujet. Qui est ton papa? Il faut mettre ce drapeau-là, Vučić. Sinon quoi? Je n'ai pas compris. Mais bref, il y avait un drapeau de l'Union européenne à cette réunion. Et puis, il y a eu la question du journaliste allemand dont tout le monde parle. Le journaliste allemand, pour le compte d'une publication allemande, Frankfurt, je ne sais même pas comment s'appelle cette publication. Frankfurter quelque chose, je ne sais pas, Zeitung ou un truc comme ça. Et cette question à Zelensky. Ce journaliste allemand a demandé en anglais au gobelin de Kiev « Comment pouvons-nous vous aider? Que pouvons-nous faire pour vous aider à tuer des Russes ?» Je veux m'assurer de bien citer.
Russians? I want to make sure I get this right. I know I definitely have this bookmarked. Here we go. Je sais que j'ai forcément ça dans mes favoris. Tell us, Voilà. Europeans, what can we concretely Dites-nous, do to help Européens, you feel more qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour vous aider à tuer davantage de Russes? C'était sa question au Gobelin vert. La réaction de Vučić est inestimable. Vučić était là. Mais c'est quoi ce qu'il demande, ce type? Un point intéressant dans sa question à Zelensky, ce journaliste allemand, c'est qu'il dit « Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les Européens, pour vous aider à tuer davantage de Russes ?» Il a marqué une pause. Il a dit « Des Russes, pause, des soldats russes. » Pause. Russian soldiers. So, I think we understand what. Donc je pense qu'on comprend ce qu'il voulait dire. Puis il a compris qu'il ne pouvait pas vraiment dire ça, même si c'est ce qu'il pensait et c'est ce qu'il veut. Il a dû se reprendre, en quelque sorte. Personne ne fait ce commentaire, au passage. Lui, il dit vraiment « Une seconde. Des Russes. Davantage de soldats russes, bien sûr. Davantage de soldats russes, bien sûr. » Il dit « des Russes », puis il dit « davantage de soldats russes, bien sûr. » Oui, oui. Donc ce type, ce journaliste, le petit jeune cool typique de l'Union européenne, journaliste mondialiste, le petit jeune cool typique de l'Union européenne, balance cette question. Et ça doit être la question de journaliste la plus stupide, la plus idiote qu'on puisse poser au Gobelin vert, vu l'endroit où vous êtes, Belgrade, en Serbie. Given your location in Belgrade, Serbia. You are in Serbia. Belgrade. Vous êtes en Serbie, à Belgrade, en Serbie, et c'est la question que vous décidez de poser à Zelensky, avec Vučić juste à côté de lui. C'est ça, votre question. En pleine putain de Serbie, c'est la question que vous choisissez. Je vais devoir créer une nouvelle catégorie dans le monde des clowns. La question la plus stupide posée par un journaliste. Celle-ci est en première place pour l'instant. D'accord? Si j'étais Vučić, enfin, si j'étais le président de la Serbie, pas si j'étais Vučić, si j'étais le président de la Serbie, j'aurais dit à ce type de partir. J'aurais dit, mec, sors de la pièce, franchement. Quelle question stupide. Pars, c'est tout. C'est ce que Vučić aurait dû faire. Poliment, il aurait dû dire, partez. On va demander à des gens de vous raccompagner dehors. On a un billet pour que vous retourniez à Francfort. Sortez d'ici. Ça aurait été la bonne réponse de Vučić. That would have been the correct response from Vučić. That's not what Vučić did, by the way. Ce n'est pas ce que Vučić a fait d'ailleurs. Mais il y a autre chose qu'il aurait pu faire. Il aurait pu demander au journaliste, il aurait pu lui dire « Dites-moi, monsieur le journaliste de Francfort, Achtung, qui a fait sauter Nord Stream? Qui a fait sauter Nord Stream? Vous pouvez répondre à cette question. Ça devrait être, disons, la réponse par défaut de n'importe quel dirigeant mondial chaque fois qu'un journaliste allemand pose une question idiote. La réponse par défaut devrait être « Je répondrai à votre question, mais d'abord, vous devez me dire qui a fait sauter Nord Stream. » Si vous pouvez répondre à ça, alors je répondrai à votre question. Vous n'êtes pas un peu embarrassé par Nord Stream, monsieur le journaliste de Frankfurt Achtung? Juste un peu embarrassé par Nord Stream. Juste un tout petit peu. Un petit peu. Vous n'êtes pas un peu humilié par Nord Stream? Hein? Aren't you a little bit humiliated over Nord Stream? Huh? Unbelievable. Incroyable. Une conférence de presse incroyable. Elle a tenu toutes ses promesses. Je pense qu'on savait tous, avant cette conférence de presse, que ce serait un désastre absolu du pur clown world. Et elle a tenu toutes ses promesses. C'était une conférence de presse absolument catastrophique du pur clown world. Vučić parlait d'une sorte d'installation de drones en Israël, à laquelle la Serbie allait participer, une sorte de co-entreprise. Et il a invité Zelensky à venir à l'inauguration de cette installation de drones, de cette usine, de cette installation de drones en Israël. Je ne sais même pas de quoi il s'agissait. Mais bref, question folle de la part de, question écœurante.
Évidemment, tout le monde le sait, mais je veux souligner la stupidité de cette question et ce que Vučić aurait dû dire, ce que quelqu'un aurait dû dire, et ce que tout le monde devrait désormais dire aux journalistes allemands. Tant que vous n'aurez pas fait toute la lumière sur Nord Stream, vous n'avez le droit de poser aucune question sur quoi que ce soit. Si j'étais le dictateur du monde, ce serait ma règle. Pour les journalistes des médias grand public allemands. Journalists beautiful, huh? They have C'est magnifique, non? Ils ont pas le droit de poser la moindre question sur quoi que ce soit tant qu'ils ne peuvent pas expliquer Nord Stream. Oui. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, Rumble et Telegram. Allez sur la boutique Duran, prenez quelques produits dérivés, les liens sont dans la description juste en dessous. Nous sommes aussi sur Substack. Et aimez cette vidéo. Explosez ce bouton j'aime. Anéantissez ce compteur de Heap. Et abonnez-vous à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément cette chaîne. Je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. take care.